I have lost something. I'm not exactly sure what it is, but I know I didn't always feel this sedated. Qui n'a jamais eu cette impression de vide? Ce sentiment profond d'avoir mis sa vie sur pilote automatique, d'être dans l'incapacité d'en reprendre le contrôle, la regardant défiler comme spectateur de celle-ci. Un spectateur qui, s'il ouvre bien ses yeux, se rendra compte que ce qu'il voit n'est pas le réel, mais une esthétisation, une représentation de ce dernier, le poussant à vouloir incarner un stéréotype sociétal imposé, plutôt qu'une version sincère de lui-même. Bref, vouloir correspondre à l'American Beauty et vivre dans une société du paraître alors que l'existant, l'être est déjà si beau. American Beauty nous pose donc cette question à la fois simple et pourtant si compliquée, de comment réside en chaque être humain la possibilité de s'éveiller et de s'émanciper individuellement d'un système aussi puissant pour accéder à ce bonheur tant promis et surtout à la beauté du monde. Autant dire un sacré programme dont le chantier m'a paralysé pas mal de temps par son poids sur l'écriture, mais que je vais tenter de partager avec vous ici. Mais avant de s'émanciper, il faut déjà comprendre les rouages du système que décrit Sam Mendes dans son film, ou comment réussir à tout prix au risque de gâcher sa vie. Mais avant de commencer, si j'ai décidé de vous refaire cette analyse en l'étoffant et en l'affinant énormément, c'est qu'American Beauty fait partie des 2 films sur lesquels j'ai fait mon plus gros transfert, et notamment au travers de Ricky, auquel je me suis longtemps identifié. Malheureusement, avec ce qui m'est arrivé et l'enfer que je traverse depuis 1 an, je pense que vous comprendrez pourquoi je m'identifie pas mal au personnage de Lester, et ce à la toute fin du film, je précise. Car comme lui, j'avais enfin atteint une sérénité avant cet accident. Et la chaîne prenait une réelle liberté créative à l'image de ce que j'essaie de transmettre en permanence. Ainsi, en attendant que ça revienne à 100%, car je me battrai jusqu'au bout pour ça, j'ai voulu revoir et affiner mon analyse afin d'aborder de nouvelles thématiques importantes que j'avais laissées en chantier à l'époque, peut-être par refoulement, et que l'on m'avait réclamées. Alors, les voici. But it is my philosophy that in order to be successful, one must project an image of success at all times. American Beauty nous propose, au travers des yeux de Lester et durant toute sa première partie, une analyse froide et lucide de la condition de l'homme moderne aliéné par ce fameux rêve américain. Ainsi, dès le début du film, Lester nous décrit son quartier tout propre, sa maison aseptisée et nous dévoile sa routine quotidienne. Look at me, jerking off in the shower. Seul moment donc où ce plaisir physique lui permet d'échapper un instant à la catatonie émotionnelle qu'il nous décrit au travers de son quotidien morne et insipide. Un monde où la plupart des personnages ne semblent pas être animés par un désir de vie profond, mais ressemblant plus à des automates, reproduisant des gestes et actions quotidiennes imposés par une société reposant essentiellement sur le paraître et la superficialité, et non sur un réel désir de partager les uns avec les autres ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux. Et parmi la palette de personnages incarnant le mieux tout ceci, on retrouve tout d'abord Caroline, la femme de Lester, pour qui l'importance que tout soit parfait et assorti est primordiale. Quelqu'un se souciant donc énormément du regard des autres et limitant ses interactions avec autrui uniquement sur le versant purement superficiel des choses. I love your tie, that color. I just love your roses. How do you get them to flourish like this? Et c'est spectateur depuis sa fenêtre que Lester observe tout ceci, comme extérieur à ce monde. She wasn't always like this. She used to be happy. We used to be happy. Se posant donc la question de comment ils en sont arrivés là, et finalement de comment ils se sont laissés aliéner par un système leur offrant un confort matériel pour leur faire oublier de tout simplement être heureux. Ainsi, Caroline, enfermée dans ce rôle social imposé, utilise le paraître de manière pathologique, afin de faire face à la réalité qu'elle doit bien subir. I will sell this house today. Elle refuse donc de lâcher prise et ainsi reconnaître son impuissance dans un monde qu'elle aime particulièrement contrôler, se refusant, et c'est bien triste, le droit à l'échec, le droit de ressentir ses émotions. Shut up! Stop it, you weed, you baby! Shut up! Shut up! Shut up! Tout simplement car elle s'est construite cette protection, cette fortification mentale, et que si elle commence, comme Lester, à la détruire, elle devra faire face à sa propre vie, à son comportement, au sens de tout ceci, ce qui semble, et on peut le comprendre, la terroriser. Elle est donc aliénée par l'image qu'elle veut renvoyer d'elle-même à la société, et qu'elle projette violemment sur sa fille. Caroline nous questionne donc, par son côté névrotique,
sur l'impact qu'a eu le système sur sa personnalité. My business is selling an image, and part of my job is to live that image. Exactement comme ce que le rêve américain a fait pour elle, lui vendant une vision du bonheur, devant rentrer dans certains codes esthétiques, matériels et moraux, basés sur la représentation de soi envers l'autre et la société. Et c'est d'ailleurs pourquoi elle va chercher à retrouver le pouvoir et la réussite auprès d'un autre homme que son mari, qui lui n'incarne pas du tout ceci à ses yeux. En effet, dans ce monde basé sur le paraître et la représentation, Caroline entame une relation adultérine avec ce qui représente le mieux, à ses yeux et dans son aliénation, la réussite. Son principal concurrent, Buddy. But it is my philosophy that in order to be successful, one must project an image of success at all times. Phrase parfaite pour résumer à elle seule une grande partie du propos du film, dénonçant le fait de devoir s'esthétiser soi-même, comme un produit que l'on vendrait sur le marché du travail, de la séduction, des relations humaines, et ce par reproduction du système dans lequel nous évoluons, passant ainsi à côté de l'essentiel, nous-mêmes. Just do me a favor. Act happy tonight. Ici, nous avons l'illustration parfaite de l'aliénation violente et tyrannique que Caroline s'inflige envers elle-même, où le paraître et la représentation dominent tout, refusant donc aux autres d'incarner une sincérité qu'elle ne s'accorde pas, ayant totalement intériorisé que l'image qu'on projette est nettement supérieure aux sentiments qu'on peut ressentir. L'important est toujours de bien représenter. Et c'est ainsi, en discutant avec l'incarnation de cette idéologie, que telle une ado groupie, elle va tomber totalement amoureuse de ce personnage, tout simplement car il partage cette ambition de réussite sociale et matérielle avant tout. Et ce, dans une compétition perpétuelle, illustrant une fois de plus l'image du monde capitaliste, bien camouflée derrière le terme de rêve américain, où pour réussir soi-même, il ne faut pas avoir pitié d'écraser l'autre, où tout est une compétition et où le droit à l'erreur n'existe pas. As if being driven to succeed is some sort of a character flaw. Ces deux-là sont donc totalement enfermés dans cette vision, où le paraître est plus important que l'être, où il faut dissimuler chaque faille et ainsi n'être qu'une sorte de robot, un humain annihilant ses sentiments au service du conformisme. Il n'y a d'ailleurs absolument rien de sincère dans leur relation, où tout n'est que simulacre, à l'inverse de celle de Ricky et Jane, basée, comme nous le verrons, sur la franchise et l'être. Ici, tout n'est que superficialité et jeu de séduction permanent. D'ailleurs, quand Buddy évoque sa rupture avec son ex-femme, voilà ce qu'il en dit. Well, she certainly did take advantage of the lifestyle my success afforded her. Oh, wow. Résumant tristement la manière dont certaines personnes considèrent les rapports humains, l'autre et par extension eux-mêmes. Passons maintenant à un des personnages clés de cette histoire, incarnant elle aussi totalement cette aliénation à la superficialité et à la représentation. Because there's nothing worse in life than being ordinary. Angela, meilleure amie de Jane, la fille de Lester, représente totalement ce que le rêve occidental, au travers de ses magazines, offre comme modèle de réussite aux jeunes filles, où il faut avant tout être populaire, mais surtout être un objet de désir sexuel stéréotypé pour hommes conditionnés, chacun devant bien tenir son rôle. Just like I knew guys at school thought about me when they jerked off. Vomit. No, I liked it. And I still like it. Montrant son aliénation totale face à ce que la société lui a vendu d'être, sur ce qu'elle doit incarner pour exister et obtenir du capital social. Un capital social plus que primordial pour Angela, afin de camoufler son terrible manque de confiance en elle. Et pour aller encore un petit peu plus loin sur la vision que possède Angela des rapports humains, écoutons cet échange. So, did you do it with him? Of course I did. He's a really well-known photographer. He shoots for Elle on like a regular basis. It would have been so majorly stupid of me to turn him down. You are a total prostitute. Hey, that's how things really are. Exprimant une fois de plus exactement dans quel cadre celle-ci a été construite, où tout n'est que manipulation, profit et marchandisation, même de son propre corps, reléguant ainsi toute la beauté de l'humanité et des rapports humains à de simples biens exploitables, remplaçables et jetables, comme Lester en fera les frais à son travail. That way management can assess who's valuable And who's expendable? It's just business. Une fois de plus, Lester résume totalement l'idée même du monde capitaliste, où le profit règne avant toute chose, et où l'humain n'est qu'un Kleenex jetable. Évidemment, en exprimant ceci, il nous montre qu'au fond de lui, il a en réalité tout compris à ce monde, à ce mode de vie, à ce manège. Et c'est d'ailleurs ce qui a rendu son apathie et sa tristesse si profondes, puisqu'ayant dû intérioriser cette colère, cette injustice et tous ses rêves. Mais commençant à l'exprimer de vive voix, il entame déjà un premier combat. Il nous confie d'ailleurs ceci.
I have lost something. I'm not exactly sure what it is, but I know I didn't always feel this sedated. Une phrase cruciale pour comprendre la vision qu'il a de ce monde, où l'on est tous avec ce désir de vie, de rêve, d'utopie, mais qu'un beau jour on se réveille triste, perdu, ayant mis, sans nous en rendre compte, nos vies sur pilotes automatiques. Car ce fameux rêve américain, ce modèle de société, s'insinue au quotidien et de manière pernicieuse, toujours plus dans nos têtes. Un modèle d'une perversité extrême, puisque nous laissons croire à notre liberté individuelle dans nos choix de vie, alors qu'il modèle cette dernière justement dans l'illusion de liberté que nous croyons avoir sur elle. Ce que l'on appelle clairement une aliénation des masses. Et pour pousser un peu le bouchon, on pourrait même aller jusqu'à dire que le fascisme, lui, annonce la couleur, même si bien sûr celui-ci est bien plus terrible à subir dans les faits au quotidien. Mais ce rêve américain, que l'on appelle chez nous méritocratie, aboutit également dans American Beauty à créer une population triste, asservie sans brutalité, par l'illusion de liberté qu'on lui laisse croire qu'elle a. Un modèle cyniquement parfait donc, puisque s'auto-alimentant par la reproduction sociale de chacun, à devoir jouer le jeu pour espérer exister. Never underestimate the power of denial. Avant d'entamer cette partie, il est tout d'abord primordial d'expliquer ce qu'est le déni. Il s'agit là d'une véritable stratégie de défense inconsciente face à une réalité trop dure à affronter à un moment T afin de pouvoir vivre malgré elle. On peut illustrer ceci avec un alcoolique faisant un déni sur sa consommation afin de préserver l'estime qu'il a de lui-même, ou quelqu'un se consacrant anormalement au travail ou au sport pour ne pas affronter une certaine réalité de sa vie ou de lui-même. Le déni nous permet donc souvent d'éviter de s'effondrer psychiquement face à nos incohérences intérieures ou face au monde extérieur. Malheureusement, si celui-ci est trop important, il peut devenir notre pire ennemi, nous empêchant de vivre le réel, de se remettre en question et donc de se libérer du rôle qu'on s'est imposé de jouer, par exemple. Entraînant donc de passer à côté de notre propre vie, elle bien ancrée dans la réalité, au lieu de la vivre pleinement, de l'accepter et de construire à partir de celle-ci quelque chose de meilleur, sans être dans cette fuite en avant si destructrice que nous décrit si bien American Beauty dans la plupart des cas. Et c'est justement ce que refuse de faire Ricky, l'un des personnages le plus atypiques du film, puisque choisissant d'être tel qu'il est. Ricky est le fils des nouveaux voisins de Lester, famille où la joie de vivre, et c'est le moins qu'on puisse dire, ne règne pas des masses non plus. Sa mère semblant toujours être absente de sa propre vie, comme marquée d'une tristesse infinie. Tandis que son père, le colonel Fitz, ancien militaire, vit dans un monde où l'ordre et la discipline doivent régner, et qu'il impose malheureusement à sa famille. Enfin, pour son fils, c'est plus compliqué de lui imposer. En effet, à l'inverse de son père, Ricky est quelqu'un qui ne suit aucun code ni injonction sociale, et incarne le mieux, dans American Beauty, l'opposition de l'être face au paraître, s'illustrant notamment au travers d'une passion qui, à première vue, peut sembler étrange, filmer des instants de vie simples pour leur beauté pure. Une philosophie le faisant passer, auprès des jeunes de son âge, pour un dégénéré alors qu'il est certainement le personnage le plus sain et stable de tout le film. En effet, excepté face à son père, et pour une raison que nous comprendrons plus tard, celui-ci a décidé de ne plus vivre dans le paraître, pour seulement renvoyer une image de lui convenable à la société, mais d'être dans l'être, c'est-à-dire en s'incarnant tel qu'il est vraiment, se débarrassant ainsi du regard des autres, qui n'a dès lors plus aucun impact sur lui. Ricky semble donc libre face à cette réalité lui permettant d'agir malgré lui, tel un miroir face aux personnages qu'il rencontre, leur renvoyant l'image de ce qu'ils sont, de leur fameux déni. Et c'est notamment le cas pour Angela, qui lors d'un échange avec Jane, décrit Ricky de façon méprisante, puisqu'en réalité, celui-ci ne pourra rien lui apporter, que ce soit matériellement ou via une élévation sociale, mais surtout car il est totalement hermétique à sa superficialité. Et ça, dans son déni du manque d'estime qu'elle a d'elle-même, elle ne l'accepte pas. Son ego meurtri préfère donc tordre la réalité. I don't believe him. I mean, he didn't even, look at me once. What a freak. Angela s'évite donc de devoir faire face à ses blessures et à ce qu'elle est vraiment, la projetant même sur les autres, démontrant parfaitement son manque de confiance en elle. Et c'est d'ailleurs pourquoi elle est cyniquement amie avec Jane, qui ne correspond pourtant pas au stéréotype de la bimbo admirée, mais lui servant uniquement de faire valoir afin de se mettre en avant. Angela entretient avec elle, une fois de plus, une relation basée sur l'intérêt qu'elle dégagera, et non sur la réelle personnalité de son amie. C'est d'ailleurs ce que l'on découvrira plus tard, quand Ricky et Jane décideront de partir ensemble, et qu'Angela tentera de s'opposer à tout ceci. She's not your friend. She's someone you use to feel better about yourself. Yeah, well, at least I'm not ugly. Yes, you are. And you're boring.
And you're totally ordinary. And you know it. Ici, Ricky, qui ne s'est pas construit sur le paraître, ou qui du moins a pu se déconstruire, trouve qu'il voit les choses telles qu'elles sont, et a parfaitement compris le fonctionnement d'une personne comme Angela, souffrant en réalité d'une terrible faille narcissique. D'où ce besoin de chercher la lumière en permanence. Ainsi, en une seule phrase, Ricky la détruit totalement, elle et le mode de pensée sur lequel elle s'est construite, montrant bien que se bâtir sur des bases superficielles n'apporte aucune stabilité, ni dans la vie, ni dans la tête, et qu'à la moindre réflexion qui touche juste, tout peut s'écrouler. Alors bien sûr, il est important de préciser qu'Angela est avant tout la victime de ce que la société lui impose comme représentation qu'elle doit donner d'elle-même pour être validée. Alors que Ricky, lui, via une déconstruction de sa psyché et de tout ce manège, a assumé sa personnalité face au monde, sans superficialité et donc extrêmement solide face à ce dernier. Aucune action extérieure ne peut l'ébranler, puisque le fait de se mettre à nu et de s'assumer totalement, en prenant conscience de ses propres failles, vous protège des autres. Vous ne craignez plus personne, puisqu'ils n'auront aucun point d'attaque sur vous que vous ne connaissez déjà. Être tel que nous sommes pleinement, en toute franchise avec les autres, nous rend donc plus forts et crée surtout des relations saines, nous guidant vers l'émancipation, comme nous le verrons dans la partie suivante. Ainsi, Ricky agit bien comme un révélateur du déni de la plupart des personnages, et c'est pourquoi ils nous disent ceci. Never underestimate the power of denial. Il a juste l'une des phrases les plus importantes du film. Car c'est bien ce fameux déni qui détruit souvent des vies, voire nos vies, et qui provoque tant de tristesse dans celle de la plupart des personnages. C'est d'ailleurs lui, ce déni, qui sera à l'origine du drame principal du film, causé par le personnage suivant. Colonel Frank Fitz, U.S. Marine Corps. It's nice to meet you. Voici comment le père de Ricky se présente face à ses voisins, ne donnant pas son nom mais son grade, nous informant directement sur la manière dont il se définit lui-même, même en dehors de son travail, c'est-à-dire dans une fonction, un rôle et non pas en tant que personne. C'est ainsi que cet homme à la discipline militaire et à l'homophobie exacerbée tombe sur cette scène au malentendu évident et dont il refusera la réelle explication donnée par son fils, réalisant ainsi un nouveau déni pour ne pas avoir à se remettre en question face à ses propres angoisses. N'accordons donc aucune confiance à son propre enfant. Mais Ricky, pour la première fois, décide de rentrer dans son jeu pour enfin se libérer de cet étau et quitter cette maison où la vie n'existe plus, empoisonné par le terrible déni et refoulement de son père. En partant, il ne prend donc pas la fuite, mais accepte qu'il n'arrivera pas à aider son père de cette manière. Son départ sera d'ailleurs peut-être l'électrochoc nécessaire à ce dernier pour se remettre en cause. Lui qui, si triste, refuse le bonheur de sa famille. I wish things would have been better for you. Take care of Dad. Ici, Ricky fait preuve d'une immense empathie envers son père, malgré ce que ce dernier lui fait subir, car il sait bien qu'il est également victime de lui-même, se tyrannisant et refusant d'être qui il est vraiment. D'ailleurs, c'est bien cet électrochoc qui le pousse à enfin assumer, et contre toute attente, son homosexualité refoulée. Enfin, quand je dis contre toute attente, c'est en réalité un petit peu faux, car l'on sait bien que quelqu'un rempli d'une si grande homophobie est en réalité souvent angoissé par sa propre sexualité et rejette chez l'autre ce qu'il est vraiment lui. I'd rather you were dead than be a fucking faggot. C'est une fois de plus un mécanisme de défense classique de refoulement de sa propre sexualité. On imagine d'ailleurs très bien que le colonel Fitz a dû grandir avec un père autoritaire, où la virilité devait être hissée au plus haut rang des valeurs. Ainsi, enfant, il a dû bien intérioriser par beaucoup de discours paternels que s'il était gay, on ne l'aimerait pas. Et ça, on le comprend bien, puisque c'est ce qu'il reproduit sur son propre fils. Il a donc refoulé son homosexualité pour ne pas décevoir son père, créant en lui une profonde névrose. Névrose, puisque ne pouvant être totalement qui il est, sa nature profonde doit revenir sans cesse, créant une dissonance en lui, ce que l'on appelle le retour du refoulé. Ainsi, le colonel doit, dans une stratégie inconsciente, la refouler à nouveau pour ne pas devenir quelqu'un qu'haïrait son père. Un cercle sans fin donc, utilisant une énergie psychique considérable. Le colonel doit ainsi se détester lui-même pour ses désirs enfouis. Et, ne pouvant s'épanouir, il refuse aux autres de le faire également, évitant ainsi d'être renvoyé à son propre déni, responsable pourtant de son mal-être. Car si tout le monde va mal, alors c'est que c'est normal. Cependant, ici l'électrochoc qu'a produit Ricky le pousse pour la première fois de sa vie à se confronter à cette réalité. Malheureusement, et face à ce rejet tant redouté de qui il est, le colonel va préférer tuer Lester, figure de l'émancipation dans le film,
pour l'effacer de sa réalité et retourner ainsi dans son terrible déni, et donc dans sa misérable existence, plutôt que de la transcender. D'ailleurs, imaginons 2 secondes qu'il fit son coming out il y a 20 ans, en dépassant peut-être son conditionnement militaire, social ou éducatif. Celui-ci n'aurait sans doute pas fait souffrir sa femme et son fils dans cette triste vie, puisque, et ça peut paraître un petit peu obvious, mais c'est au travers de son propre épanouissement que l'on peut rendre les autres heureux, toute autre stratégie n'étant qu'un leurre à soi-même. Bref, American Beauty nous montre, en le poussant à l'extrême, à quel point le déni peut être quelque chose de puissamment destructeur. Non seulement pour soi, bien sûr, mais également pour nos proches, et qu'il est primordial d'y faire face pour éviter ces drames, et vivre de manière plus épanouie. Ce qu'incarnent d'ailleurs parfaitement Ricky et Jen, ayant clairement choisi d'affronter le réel pour devenir qui ils sont. You know how lucky we are to have found each other. Ainsi, Jane, cette adolescente mal dans sa peau, complexée, ayant du mal à s'assumer totalement telle qu'elle est, rencontre Ricky, qui a cette chose si particulière et qui lui plaît tant, sa confiance en lui, et cette capacité à dire exactement ce qu'il pense ou ressent sans jamais jouer un rôle. Ricky s'intéresse aux gens pour ce qu'ils sont réellement, et non pour ce qu'ils dégagent ou représentent dans la société, se libérant ainsi des faux semblants. Malgré son jeune âge, il incarne donc la sagesse de ce film, celui qui ne juge pas, même pas lorsque son père tyrannique le frappe maladivement. Il ne cherche pas à contrôler les choses sur lesquelles il n'a aucune emprise, contrairement aux autres personnages. Cette réalité, il la vit, et on a d'ailleurs déjà payé les frais par le passé, à cause de son père l'envoyant en hôpital psychiatrique pendant 2 années. 2 années où Ricky a dû, par le biais de la psychothérapie ou d'un gros travail sur lui, comprendre tout ceci pour s'en libérer. Et c'est pourquoi il ne juge pas, mais comprend tout en se protégeant dorénavant. Et c'est d'ailleurs en ouvrant son cœur et en exprimant tout ceci à Jane que celle-ci décide de l'embrasser. Car pour une fois, quelqu'un lui a ouvert son être profond, son intérieur, sans carapace ni superficialité. Ainsi, il peut être sûr qu'elle l'aime exactement pour ce qu'il est. Leur relation est simple, pure et belle à leur image, la seule véritable histoire d'amour de ce film. Et ce, malgré tous ces couples constituants. Une romance évidente entre ces 2 êtres si différents des autres, se moquant des jugements et de l'image qu'ils renvoient. It's a great thing when you realize you still have the ability to surprise yourself. Makes you wonder what else you can do that you've forgotten about. L'émancipation de l'homme face au système et à lui-même est vraiment le cœur d'American Beauty et s'incarne parfaitement autour de son personnage principal qu'est Lester. Un homme qui, pour faire le lien avec la partie précédente, décide d'affronter le déni dans lequel il s'était enfermé depuis tant d'années, pour enfin se réveiller et prendre, ou plutôt reprendre, le contrôle de cette réalité. Une émancipation qui va se dérouler en 3 actes. And in a way, I'm dead already. Il paraît évident que pour s'extraire de quelque chose, il faut tout d'abord prendre conscience de la situation dans laquelle nous sommes. Ce que fait Lester au travers de cette phrase comme un constat, terrible mais lucide, sur la vie qu'il mène, nous décrivant son quartier, son travail et sa vie de famille, avec une grande sincérité comme extérieure à sa propre vie. Un spectateur objectif, en somme, sur la futilité de certaines choses auxquelles on s'accroche lorsque nous avons la tête dedans. Et ce regard froid, il le pose, et c'est le plus important pour se réveiller, sur lui-même. Both my wife and daughter think I'm this gigantic loser. And they're right. Lester fait preuve d'un courage énorme en détruisant ainsi toutes les fondations qu'il a construites durant sa vie, lui permettant d'y voir plus clair pour ainsi en reconstruire de nouvelles beaucoup plus saines et solides, et surtout des fondations choisies. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il reste si positif. It's never too late to get it back. Et c'est exactement la voie qu'il prend suite à un électrochoc. Car quand celui-ci nous disait « I'm dead already », c'était bien d'un électrochoc dont il avait besoin pour revenir à la vie. Un électrochoc nommé Angela. En effet, c'est lors de la représentation de cheerleader de sa fille que Lester découvre cette fameuse Angela, craquant instantanément pour elle. Hi, I'm Lester, Janie's dad. Oh, hi! Tout ceci peut évidemment nous sembler assez pathétique. Mais c'est pourtant bien en tombant fou d'attirance pour elle que se réveillera chez lui un désir de vie endormi. I feel like I've been in a coma for about 20 years, and I'm just now waking up. Ainsi, Angela n'est pas tant, et nous le verrons, le moteur ou le carburant nécessaire dans sa quête d'émancipation, mais plutôt l'étincelle explosive rallumant tout ceci et lui permettant de passer à la 2e phase, la rébellion. Lester se rebelle donc face au système comme le ferait un adolescent, ce qui, je le précise, n'a rien de péjoratif à mes yeux, puisque c'est certainement l'âge où nous sommes encore bercés d'utopie,
de rêves, d'idéaux, et où le quotidien ne nous a pas encore trop endormis dans notre désir sans fin de liberté. C'est pourquoi il est tant important de cultiver l'enfant que l'on était, même une fois adulte. Et je ne peux que vous renvoyer à cette vidéo que j'ai faite il y a quelques temps maintenant. Car comme le dirait Stupéflip, Il est où le psy que t'étais? Il est mort le psy que t'étais? bref, cette rébellion prend justement vie lorsque Lester rencontre un adolescent, Ricky, avec qui il va fumer un pétard. Rencontre notamment marquée par cette scène. Look, I'm not paying you to do whatever it is you're doing out here. Fine. So don't pay me. I quit. So you don't have to pay me. Now leave me alone. I think you just became my personal hero. Ici, Lester voit exactement ce vers quoi il veut tendre dorénavant. Se retrouver lui-même et surtout se déresponsabiliser le plus possible des choses superficielles, nous volant notre temps. Un temps pourtant si précieux pour penser à notre propre condition, à nos propres envies, et ainsi nous révéler à nous-mêmes. Lester va ainsi se rebeller contre plusieurs choses. Tout d'abord son propre corps, dans son désir de plaire à Angela. Your dad's actually kind of cute. If he builds up his chest and arms, I would totally fuck him. Mais également et surtout contre sa propre femme qui le dominait jusqu'ici, et donc par extension contre son couple que l'on peut qualifier de mort. Il impose maintenant ses désirs et considérations, ne voulant plus rien subir tel un zombie invisible. Logiquement, c'est maintenant face à son travail qu'il reprend les rênes, renversant ainsi les rôles et méthodes vues précédemment. Brad, for 14 years I've been a whore for the advertising industry. The only way I could save myself now is if I start firebombing. Galvanisé par tout ceci, il décide donc de postuler dans un fast-food, afin d'avoir le moins de responsabilités possible. Et ce pour que son travail ne le poursuive pas chez lui, même après la journée, telle une charge mentale que nous connaissons toutes et tous, où le capital nous poursuit jusque dans nos canapés, nos passions et nos lits pour nous stresser comme de bons petits soldats à son service. Lester veut se recentrer sur sa vie, passant ainsi par tous les clichés de la crise de la quarantaine. I see you're smoking pot now. I'm so glad. I think using illegal psychotropic substances is a very positive example to set for our daughter. You're one to talk, you bloodless, money-grubbing freak. Toutefois, il voit bien qu'il y a quelque chose de changé chez sa femme, qui grâce à sa relation extra-conjugale, a retrouvé un petit peu de joie. Heureux de la voir ainsi, il tente donc de se rapprocher d'elle, moment malheureusement interrompu par ceci. Lester, you're gonna spill beer on the couch. So what? It's just a couch. This is a $4,000 sofa, upholstered in Italian silk. This is not just a couch. Ici, l'on voit très bien le divorce philosophique qui s'est instauré entre eux, et comment la fétichisation des biens par le capitalisme s'insère jusque dans notre intimité. Pour Caroline, le canapé n'est plus quelque chose ayant une utilité pratique, mais la représentation d'un capital social via son prix, envers celui qui le regarde, symbolisant donc sa valeur à elle dans la société. It's just a couch! This isn't life! This is just stuff. And it's become more important to you than living. Well, honey, that's just nuts. Nous découvrons à quel point Lester s'inquiète pour sa femme et tente de la confronter à cette réalité pour la sortir de son déni. D'ailleurs, c'est à ce moment du film que Lester commence réellement à s'émanciper, ne cherchant plus à en vouloir aux autres, mais simplement à les comprendre, à les aider. Débarrassé ainsi du jugement, il est dans une réelle compassion face à leur conditionnement, car ils sont, comme ils l'étaient, victimes d'un mode de vie aliénant. I guess I could be pretty pissed off about what happened to me. But it's hard to stay mad when there's so much beauty in the world. Le dernier jour de Lester commence, et pourtant celui-ci sera peut-être le plus beau de sa vie, celui de l'éveil complet, de la sagesse. Une sagesse incarnée, par exemple, lorsque Lester surprend sa femme avec son amant. Cette fois, il ne s'efface plus et se libère de toute colère, se rendant totalement maître de la situation. I want you to be happy. Il est à présent dans l'acceptation de la réalité et fait preuve d'une bienveillance hors du commun. Maintenant en paix, Lester peut enfin se libérer de sa pathétique attirance pour Angela, même si celle-ci fut pourtant l'étincelle de son réveil. Mais ressentant cela, Angela ne va faire qu'essayer de le séduire encore plus, toujours piégée dans son cruel manque de confiance en elle, et dans le rôle qu'on lui a donné. Un rôle d'autant plus mis en lumière quand Lester rentre dans son jeu, une réalité face à laquelle elle n'est pas prête, dévoilant ainsi son vrai visage. Une personnalité remplie, et heureusement, de doutes, de questionnements, mais piégée dans sa peur de décevoir les autres. This is my first time. You're kidding. I still want to do it.
thought I should tell you, in case you wondered why I wasn't better. Libérée de toute représentation, Lester s'aperçoit du pathétisme de la situation, ou comment le paraître les a emmenés jusqu'ici. I feel so stupid. Don't. I'm sorry. You have nothing to be sorry about. Ils peuvent enfin avoir une réelle discussion sincère et empathique, où Lester découvre quelque chose de terriblement important. How are you? I'm great. Lester prend ainsi conscience de tout le chemin qu'il vient d'effectuer. Il est enfin réellement heureux, sans regret ni ressentiment, et apprécie sa vie à sa juste valeur. Il la contemple alors une dernière fois, avant de la quitter, le sourire aux lèvres. Pour conclure, je pense qu'American Beauty, malgré sa fin tragique, est beaucoup plus optimiste qu'il n'y paraît, et nous parle avant tout de la beauté que l'on peut trouver dans de simples relations, en se libérant des rôles dans lesquels nous sommes enfermés les uns les autres et nous détruisant à petit feu. Et c'est notamment le personnage de Ricky qui incarne le mieux cette philosophie de vie dans sa manière de filmer chaque petite chose, y voyant toujours l'expression de la beauté du monde. Comme lorsque Lester tentait pour la première fois de renouer contact avec Jane. Ici, malgré l'échec de cette action, Lester avait au moins fait un premier pas vers elle, s'éloignant de l'ignorance quotidienne, et Ricky a su le percevoir, ou encore lors de cette scène totalement symbolique, nous exprimant que la beauté se cache derrière l'apparence, derrière le spectacle, enfouie dans le réel, l'être, le sincère et que l'on peut la capter si l'on sait où regarder. Ou encore, plus étonnamment, lorsque Lester quitte ce monde, sourire aux lèvres et que Ricky le regarde rempli d'une profonde empathie, ressentant la plénitude qu'il avait trouvée. Ou enfin lorsqu'il montre à Jane ceci. Sometimes there's so much beauty in the world. I feel like I can't take it. Ici, on comprend une fois de plus combien Ricky est contemplatif et voit de la beauté dans chaque chose, libéré de toute représentation ou esthétisation du monde et de lui-même. Il peut ainsi observer la moindre banalité et en retirer du bonheur, là où la plupart des personnages, dupés par la société dans laquelle nous évoluons, pensent le trouver via l'accumulation de biens, de succès ou de notoriété, contraints de jouer le jeu dans un système où les règles sont pipotées et où les gagnants sont désignés, malheureusement, comme les perdants. À l'image de Lester, tué par cet homme qui n'aura pas supporté de s'assumer, piégé dans le rôle qu'on lui a assigné et nous offrant ainsi une vision de la vie assez pessimiste ou réaliste au choix. Mais American Beauty nous transmet également un second message bien plus optimiste, car Lester, malgré sa mort, se sera au moins réveillé, reprenant petit à petit sa vie en main, enlevant le pilote automatique pour s'émanciper, échappant ainsi aux rôles énormes imposés, se libérant du paraître. Et c'est justement en choisissant la voie de l'être que le film nous offre une véritable direction, car même si Lester est mort, il aura été heureux au moins quelque temps, au moins pendant cette journée. Et ne vaut-il pas mieux mourir de cette manière, en ayant connu ce sentiment de libération et de bien-être, même une minute, même une seconde, que de vivre toute sa vie sans jamais le ressentir, ni se connaître et s'assumer soi-même? Ainsi, même dans sa tristesse, le film termine sur cette note que je qualifierais de mélancoliquement positive. Et quittant son corps, il contemple maintenant quelques bouts de sa vie. Des moments simples, des détails d'enfance, vous marquant par le profond sentiment de bonheur et d'insouciance auquel il se rattache. Il profite également des êtres qu'il aime, et sans qui la vie n'aurait pas le même sens. Lester, apaisé, ne regrette plus aucun moment. Et c'est maintenant à quel point nous sommes tous victimes de nos propres vies. Alors nous pouvons blâmer les autres de faire comme ils peuvent dans les leurs. Et pour ma part, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Un bonheur si simple et pourtant tellement compliqué à atteindre. Alors profitons du mieux que l'on peut de chaque instant et de chaque personne. Soyons donc nous-mêmes et faisons ce que l'on a à faire, car la vie n'est pas un jeu où il faut attendre de gagner pour être heureux. Et pour une fois, je préfère laisser le mot de la fin à Lester, exprimant mieux que quiconque ce que je ressens après ce qui m'est arrivé, et ce que je souhaite vous transmettre sur ma chaîne et dans mes vidéos. Et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love. I guess I could be pretty pissed off about what happened to me. But it's hard to stay mad when there's so much beauty in the world.
And then I remember to relax and stop trying to hold on to it. And then it flows through me like rain. And I can't feel anything but gratitude for every single moment of my stupid little life. You have no idea what I'm talking about, I'm sure. But don't worry. You will someday.